o'clock. Haven't seen anything since then. Just fucking, once you get on, just open them up. Okay, Roger. I see your element. You got about 4 Humvees out along this. You're clear. All right, firing. Line here. With the state line. Let me know when you have it. Or shoot. Light them all up. 202 traffic, 260s. Come on, fire. Yeah, Roger. Keep shoot. Alors, est-ce que l'idéologie a remplacé la politique et est-ce que ça empêche de penser une stratégie contre un adversaire Je ne crois pas que l'idéologie a remplacé la politique parce qu'en fait, même dans les régimes les plus idéologiques, il y a toujours des jeux politiques. Ça, c'est la politique est consubstantielle à la nature humaine, donc je veux dire, même à l'intérieur d'organisations fondées sur une croyance, vous avez de la politique. L'Église est un bon exemple, l'Église catholique, mais toutes les organisations religieuses ou morales, en fait, il y a de la politique interne. Ça c'est vraiment consubstantiel à la nature humaine. Maintenant, est-ce que la pensée idéologique a remplacé la pensée politique comme fondement des buts de guerre qu'on se fixe? Ça, c'est un vrai problème. Vous avez si on prend les guerres les plus récentes, c'est vrai que la façon dont on pense l'adversaire est souvent très marquée par l'idéologie. C'est un peu c'est le problème que pose la guerre contre le terrorisme, qui en fait est évidemment extrêmement simplificatrice, qui sert un certain nombre d'arrière-pensées aussi. Aux États-Unis, ça a permis de pas trop compliquer la dénomination de l'adversaire, et puis ça a permis d'assimiler Saddam Hussein à Ben Laden ou aux talibans, alors qu'en fait c'est 3 acteurs qui ont à peu près rien à voir entre eux, et qui ont chacun des identités politiques différentes. Du coup, juste pour terminer, en France, ça permet d'éviter de dire guerre contre l'islamisme. Et du coup, de ne pas ouvrir un champ politique compliqué, alors surtout quand vous êtes un président socialiste, et voilà, je ne rentrerai pas dans le débat politique, mais c'est dangereux. Et donc du coup, le problème, c'est qu'on ne fait plus les guerres non plus pour les gagner, c'est-à-dire qu'on s'est persuadé, mais ça c'est une conséquence de la guerre froide pour le coup, on s'est persuadé que en fait la guerre, il y avait la guerre libérale, l'idéal libéral de la guerre contemporaine, c'est la stabilisation. La stabilisation, c'est quoi? C'est en fait, vous n'essayez pas de gagner contre un adversaire et puis de faire la paix avec lui, vous essayez de remplacer son système politique pour que le système politique résultant devienne un clone de démocratie libérale à l'occidentale. Bon, évidemment, ça suppose, ça suscite un certain nombre de résistances. Le cas de l'Irak est intéressant pour ça. Et dans les faits, ça marche pas. Ça marche jamais vraiment très bien. Même si on prend la situation des Balkans aujourd'hui, où ça a été un peu la première guerre où on a voulu essayer ça, on n'est pas face à des États libéraux extrêmement fonctionnels. En fait, il y a plein de problèmes sous-jacents. Et donc en fait, là encore, on en revient à une absence de culture stratégique, mais aussi un problème politique plus profond qui là réside dans nos sociétés et qui nous emmènerait très très loin de... Là, c'est complètement un autre entretien qu'on pourrait avoir à un autre moment d'ailleurs. Mais en fait, on est tous un peu victimes d'une forme d'autisme politique, c'est-à-dire qu'on est devenu incapable de concevoir un autre qui ne nous ressemble pas. Alors tout ce que le monde d'aujourd'hui est en train de nous contraindre à faire, c'est de vivre avec des autres qui ne nous ressemblent pas du tout. Ou pas du tout, en tout cas ils nous ressemblent, mais ils sont aussi très différents par plein d'aspects. Et quand vous voyez les critiques, si on quitte le domaine du terrorisme, mais quand on regarde la façon dont le débat américain s'est polarisé contre la Chine depuis, alors, de manière
plus caricatural depuis l'épidémie, mais c'est passé on est revenu à l'empire du mal. Tiens, on est revenu dans les années 50 à une espèce de quasi-maccarthisme anti-chinois qu'on sent apparaître, avec une... en fait, ce ne sont que des communistes, argument massue aux États-Unis, parce que l'anticommunisme reste très fort dans la culture politique. On sent que d'ailleurs la plupart des Américains sachent bien ce que ça veut dire, hein. C'est juste que communistes c'est les rouges c'est les soviétiques, c'était les méchants qui voulaient lancer des bombes atomiques, enfin voilà, ça va pas forcément beaucoup plus loin que ça. La nature du système politique chinois leur échappe largement, et le fait que la Chine puisse avoir des objectifs de puissance et que du coup, mais que ces objectifs de puissance soient pas forcément compatibles avec ceux des États-Unis, voire soient pas forcément compatibles avec la vision des relations internationales que défendent les Occidentaux depuis un certain temps. Alors qu'en fait, c'est ça qu'il faut penser pour être capable de... Si on considère qu'on a des objectifs qui sont pas conciliables, qu'on doit s'opposer, il faut penser les objectifs pour ce qu'ils sont, et il faut penser l'action de l'adversaire pour ce qu'elle est. Il ne faut pas lui plaquer des cadres idéologiques. Le problème, il est plus là. C'est pas que l'idéologie, c'est dangereux parce que ça empêche de prendre les choses telles qu'elles sont. Et quand on fait de la stratégie, si on ne prend pas les choses telles qu'elles sont, on perd la guerre en général.